Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Quotidien en ce jeudi soir. Au programme dans quelques instants, le journal, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite avec Bertrand Coudreau. Nous reviendrons sur la disparition du réalisateur, comédien et metteur en scène Robert Hossein et de ses années de jeunesse passées en Sarthe. Peu le savent, Bertrand nous le rappellera dans quelques minutes, mais pour démarrer cette quotidienne, c'est le journal. Journal présenté ce soir par Hélène Gagliana. Bonsoir, chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, la facture d'eau va bientôt baisser pour certains habitants de Le Mans Métropole. Depuis le 1er janvier dernier, les tarifs sont lissés. 18 communes de la métropole vont donc voir leur facture diminuer. Direction le lycée Touchard du Mans où les élèves ont parlé Europe à travers l'art. Les lycéens ont créé, vous le verrez, leur propre utopie européenne. L'invité de notre journal ce soir est le directeur du centre hospitalier du Mans, Olivier Bossard, qui quitte dans quelques semaines ses fonctions en tant que directeur. Nous ferons le point sur la situation de l'hôpital alors qu'il traverse sa 3e vague de Covid-19. C'est une bonne nouvelle qui s'annonce sur votre facture d'eau si vous habitez Le Mans Métropole, Hélène. Depuis le 1er janvier 2021, la communauté urbaine harmonise les tarifs de l'eau potable. Rien ne change pour les abonnés du Mans, mais ceux des 18 autres communes de la métropole paieront le même tarif que le chef-lieu de la Sarthe, ce qui représente en moyenne 25 € de moins par an, consommation et abonnement compris. Explication avec Laure Girard. C'est la création de la communauté urbaine de l'eau en 2018 qui permet aujourd'hui à Le Mans Métropole de proposer un tarif unique pour l'ensemble de ces 19 communes. Rien ne change pour les Manceaux, mais le tarif du mètre cube passe d'1,28 € à 1,13 € pour les 18 autres. Le prix de l'abonnement baisse également. Nous avons une situation financière qui est très saine, ce qui nous permet d'harmoniser ce prix de l'eau par le bas. Et il n'y a pas beaucoup, je souligne qu'il n'y a pas beaucoup de communautés urbaines de l'eau qui pratiquent une diminution de l'eau potable sur leur territoire. Une bonne situation financière qui permet aussi d'investir dans une nouvelle usine de traitement des eaux, juste à côté de l'ancienne quartier des Sablons au Mans. 80% de l'eau que nous buvons dans la métropole est captée ici, en surface de l'Huisne. Elle est ensuite traitée dans des bassins que nous n'avons pas eu l'autorisation de vous montrer, mais on nous l'assure, la nouvelle usine permettra d'améliorer encore la qualité du précieux liquide. Aujourd'hui, on est sur un process qui date d'une quarantaine d'années. Là, on va avoir un process beaucoup plus récent de 2020 et qui permettra de s'adapter beaucoup plus facilement et rapidement à la qualité de l'eau qui sera pompée dans le milieu naturel. Et là, maintenant, on va se retrouver sur un process qu'on pourra ajuster, c'est-à-dire que si il a plu beaucoup, la qualité de l'huile peut se détériorer un petit peu, on a un petit peu plus de matière en suspension, elle est un petit peu plus marron, entre guillemets. Et bien là, avec le process dont on disposera dans 3 ans, on aura un traitement qu'on pourra affiner encore mieux afin de sortir une eau potable de meilleure qualité. Un chantier à 25 millions d'euros qui consiste à renouveler les bassins de décantation d'eau. Une fois ce chantier terminé, en avril 2023, l'ancienne usine sera entièrement détruite. Un dernier mot sur l'odeur de chlore que beaucoup de consommateurs ont pu détecter dans l'eau de leur robinet. Oui, les services nous l'assurent, cette odeur garantit la qualité de traitement. Notre conseil, c'est de réserver l'eau dans une carafe au frais pendant 1 heure et le goût aura disparu car le chlore s'évapore naturellement. Enfin, concernant le calcaire, aucun traitement n'est envisagé pour l'instant car ils sont pour l'heure beaucoup trop chers et cela se ressentirait donc fortement sur votre facture, toujours d'après le service de l'eau et de l'assainissement. Au volet social, une manifestation des salariés d'Orange soutenue par la CGT. La direction a pour projet de fermer la boutique Orange située au centre-sud au Mans. Face à cette possibilité, une partie du personnel s'est mobilisée ce jeudi matin devant les portes du centre commercial. Objectif, informer les usagers en distribuant des tracts et en recueillant des signatures pour une pétition. Écoutez Jean-Luc Mercel, le délégué syndical CGT FAPT Orange. Les emplois ne sont pas menacés directement parce que ce qui sera proposé aux salariés, c'est d'éventuels reclassements vers d'autres unités ou vers d'autres boutiques telles que la rue des Minimes ou le centre commercial d'Auchan. La conséquence principale, ce serait à nouveau une dégradation des services rendus aux usagers et donc avec la perte d'un service public de proximité. C'est ça essentiellement la principale conséquence et le principal enjeu, y compris les dernières mesures gouvernementales ont précisé qu'on avait besoin de tous ces services publics compte tenu de la situation sanitaire afin de rendre le service aux gens.
Des menaces à l'encontre d'un maire sarthois, Hélène. Paulo Battista, tout juste élu en juin dernier dans la commune de Brin-sur-Gé, a découvert dimanche dernier des menaces de mort à son encontre inscrites dans le village. Le premier édile a porté plainte ce mardi à la gendarmerie de Coulon-sur-Gé. On va faire un point à présent sur la situation sanitaire avec l'invité de ce journal, Olivier Bossard, le directeur du centre hospitalier du Mans, Hélène. Olivier Bossard, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez enlever votre masque, maintenant il y a la bonne distance entre nous. La troisième vague, vous l'avez déclarée il y a quelques jours, ça y est, l'hôpital est en plein dedans. C'est quoi justement la situation du centre hospitalier du Mans ce soir? Alors on a eu effectivement une très très forte augmentation de l'activité des patients pris en charge au titre de la Covid-19 sur les 3 dernières semaines. On est monté très rapidement d'une soixantaine de patients en médecine Covid à plus de 110 en début de semaine, ce qui nous a évidemment mis dans la difficulté. Et puis en réanimation, on a atteint un palier haut avec entre 11 et 15 patients en permanence Covid dans les lits de réanimation. Plus rapidement que d'habitude, que pour lors des 2 premières phases aiguës que nous avons connues? Non, pas plus rapidement que pendant la première phase, plus rapidement que pendant la seconde. Et puis surtout avec une hausse constante sur une période longue, puisque pendant 10 jours, on a eu en permanence une augmentation d'activité quotidienne, donc qui signait bien une reprise de la 3e vague. Et le risque aussi, vous expliquiez en préparant cette interview, c'est que cette 3e phase, on la commence à un plateau très haut par rapport aux autres phases connues. Tout à fait, c'est la différence entre la 2e et la 3e phase. La 2e phase, on l'a débutée avec quasiment plus de patients Covid dans l'établissement, alors que celle-ci, elle est restée toujours à un niveau très élevé, puisqu'on n'est jamais descendu en dessous de 50 patients Covid depuis la fin de la 2e phase. Et donc on repart d'un plateau haut qui nous amène évidemment dans un niveau de prise en charge beaucoup plus complexe, qui nous amène d'ailleurs à faire jouer la solidarité régionale, et le CHU de Nantes a accepté de nous prendre une dizaine de patients Covid aujourd'hui et samedi. Des transferts ont été réalisés ce matin. Et j'en remercie vraiment le CHU de Nantes de nous avoir aidés dans cette phase difficile, de façon à nous permettre de souffler un peu dans la perspective de la reprise épidémique qui est susceptible de se produire encore la semaine prochaine, et donc de préparer un peu mieux notre organisation. Parce que justement, c'est quoi votre crainte pour les prochains jours? Notre crainte, c'est la continuité de l'augmentation d'activité, et que quotidiennement, on est entre 5 et 10 patients qui arrivent et qui doivent être hospitalisés. Et donc la nécessité à chaque fois de modifier les organisations et d'arrêter d'autres activités pour pouvoir prendre en charge les patients Covid, ce qui évidemment doit avoir une fin, puisqu'il faut qu'on conserve une capacité de prise en charge pour les patients chroniques, la chirurgie, etc. Justement, reporter des interventions, c'était la prochaine étape si jamais il y avait saturation. Il y a quelques jours, c'était une possibilité envisagée. Est-ce qu'il va falloir reporter des annulations au CHM? Grâce à l'aide du CHU de Nantes que je viens d'évoquer, nous allons pouvoir éviter cette déprogrammation en cette fin de semaine. Nous avons conservé une activité de chirurgie, même si nous avons réussi à moduler un peu une discipline. Mais voilà, on est vraiment au bout de ce que l'on peut faire en matière d'organisation médicale sur cette prise en charge des patients Covid. Et puis il y a le personnel soignant, ça va faire bientôt 1 an qu'il est mobilisé pour cette crise. Comment va-t-il? Le personnel soignant, l'ensemble du personnel hospitalier, les praticiens bien entendu, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi tous ceux qui tournent autour de l'offre de soins, les ingénieurs, la restauration, l'ensemble de ceux qui contribuent au fonctionnement d'un hôpital. Évidemment, tout le monde est fatigué de cette situation, mais il y a un esprit collectif qui prévaut et qui permet à l'ensemble de la structure de continuer à délivrer les meilleurs soins à ceux qui en ont besoin. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas plus d'arrêts du côté du personnel hospitalier qu'avant? Les arrêts supplémentaires sont liés au personnel qui contracte la pathologie Covid. Et évidemment, puisque nous avons un certain nombre de clusters dans l'établissement, on a des patients qui sont en cluster et des soignants aussi qui le sont. Mais au-delà de cette situation, il n'y a pas d'augmentation d'absentéisme Covid. Lors des précédentes vagues, il y a les autres pathologies qui étaient soignées au centre hospitalier du Mans qui ont repoussé leurs soins pour laisser respirer justement l'hôpital. Malgré tout, il faut les continuer, ces soins pour ces personnes. Et là, ils veulent revenir. Comment vous gérez justement le Covid et les autres pathologies? Entre la première et la 2e phase, on a déjà réussi à rattraper une très bonne partie du retard induit par la première phase, en particulier en chirurgie. Les chirurgiens ont travaillé d'arrache-pied pendant tout l'été, en juillet et en août en particulier. Et donc on a pu rattraper une grande partie du retard. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un flux de patients en médecine, en particulier des patients polypathologiques assez âgés, qui nécessitent d'être hospitalisés, qui ont probablement retardé leurs soins et qui nous arrivent. C'est une des difficultés qu'on a. Parce qu'ils avaient peur de venir avant? Parce qu'ils avaient peur ou parce que leur médecin traitant ne les incitait pas à venir se faire soigner compte tenu du contexte, tout simplement, ou parce que leur pathologie permettait d'attendre à ce moment-là.
Et donc notre difficulté, c'est d'arriver à tenir en même temps un flux Covid et un flux non Covid pour ne pas retarder les prises en charge. Alors, ça va faire depuis 2015 que vous êtes le directeur de ce centre hospitalier du Mans. Dans quelques semaines, vous allez donc nous quitter pour prendre la direction du centre hospitalier et universitaire de Saint-Étienne. Il y aura toujours le Covid à gérer. Ce sera un nouveau défi aussi, malgré tout, pour vous. Ben, c'est pour ça que je le fais, c'est pour me relancer, pour découvrir de nouveaux horizons, découvrir un nouveau challenge. Mais j'ai beaucoup aimé diriger le centre hospitalier du Mans, qui est vraiment un établissement extrêmement attachant, avec des professionnels qui méritent qu'on se fatigue pour eux, et puis des Sartois qui méritent aussi qu'on se fatigue pour que leur offre de soins soit au meilleur niveau. Merci beaucoup, en tout cas Olivier Bossard, d'être venu sur notre plateau ce soir. Allez, un soulagement à présent pour les employés d'EARTA. Un repreneur pour l'entreprise d'insertion qui emploie des personnes en situation de handicap. C'est le tribunal de commerce de Nantes qui a validé le projet de reprise de l'APF France Handicap. Sur les 250 employés en Sarthe, 207 seraient maintenus avec le projet de reprise. Cela se ferait sur la base de départ volontaire. La nature de la future activité sera multiple et les représentants du personnel se sont réunis d'ailleurs aujourd'hui avec le nouveau directeur. Allez, un peu d'art et de culture pour finir ce journal. Ça va nous faire du bien, Hélène, avec les lycéens du lycée Gabriel Touchard. Oui, Aurélien, ce sont les élèves de la section Histoire de l'art qui peaufinent leurs œuvres. Elles seront installées et dévoilées ce vendredi dans la passerelle de l'établissement Utopia Dystopia. C'est l'aboutissement du projet Erasmus Europia qui a débuté voilà presque 2 ans en collaboration avec l'artiste plasticienne Elsa Tomboviak. Et les lycéens ont imaginé une Europe écologique et colorée. Regardez le reportage de Margot Bianco. L'art plastique n'a jamais si bien porté son nom. Pour s'exprimer sur leur Europe idéale, les lycéens ont choisi comme support ce matériau souvent décrié. Dans notre œuvre, ça se passe un peu en 3 phases. On a le plastique cristal, donc qui est lui le plus toxique, mais qui en fait au visuel est le plus beau parce qu'il a une durée de vie très très grande et du coup il se dégrade pas du tout. Donc là on est sur des couleurs, je crois que c'est le violet sur le plastique cristal. Et après plus ça va, plus on part du coup dans les tons vert, jaune, etc. Et là en fait on va vers du plastique qui est plus écologique et qui en fait tombe en lambeaux, mais qui finalement est celui qui a le moins d'impact sur l'environnement. Est-ce que ce qui est esthétique est toujours éthique ? C'est la question soulevée par ces élèves. Ils se sont inspirés du travail de l'artiste Elsa Tomkoviak, avec qui ils ont eu la chance de collaborer. Quand je me pose des questions dans mon travail, je ne fais pas que juste me dire je vais faire rêver les gens. J'ai toutes des démarches de recherche derrière qui sont des fois liées à la géologie, des fois liées à la météorologie, et puis aussi à la question écologique, parce que j'utilise du plastique depuis plus de 10 ans, et donc je l'ai utilisé en conscience en me disant que j'utilise un matériau qui est aussi le reflet de notre époque. Mené par les professeurs de français Emmanuel Albert Debec et Sophie Le Guiette, ce projet mêle plusieurs matières. On est très attaché à faire partager à nos élèves des expériences dans lesquelles ils développent d'autres compétences, dans lesquelles ils se sensibilisent, ils développent leur personnalité. Et ce n'est pas seulement étudier des œuvres d'art comme on le fait en histoire des arts. Ce vendredi, les créations des jeunes prendront vie dans la passerelle du lycée. Bravo aux élèves du lycée Gabriel Touchard. Merci Hélène pour ce journal. Merci à vous. Vous restez avec moi ? Mais oui, au quotidien la suite, c'est ça ? Oui, Eh ben, après la pub et la météo. À tout de suite.